Salut avec Olma in Weißenburg, bienvenue à Wissembourg. Ici, ce n'est pas l'abbaye qui s'est greffée dans une ville, mais l'inverse, une ville entière qui s'est greffée à une abbaye. Il faut savoir que la majeure partie de cette abbaye date du XIIIe siècle, même si elle est en fait bien antérieure. Il y a une très belle tour à voir absolument. Elle date de 1074, elle a été créée par l'abbé Samuel. C'est une des tours romanes les mieux conservées d'Alsace. Elle a d'ailleurs été rénovée pour retrouver son toit avec des tuiles jaunes et vertes. On voit également une très belle construction centrale sur cette abbaye. C'est une lanterne octogonale, mais l'important, c'est de voir l'intérieur. Allez, suivez-moi. Seulement la bonne intelligence entre la ville de Wissembourg et l'abbaye Saint-Pierre-et-Paul ne va pas durer très longtemps. En 1333, le prince abbé s'appelait Jean Ier de Frankenstein, et je n'invente rien. Et dès 1354, la ville de Wissembourg s'inscrit dans la décapole, et après cela, ça a été le déclin financier de l'abbaye. La ville a commencé à gravir les échelons de cette puissance financière. Il ne faut pas oublier par contre que l'abbaye est restée une des plus puissantes de tout le Saint-Empire romain germanique. Les vitraux ont été installés dans l'abbatiale dès le XIe siècle. On en garde quelques vestiges, dont un particulièrement, c'est la tête du Christ. Il y en a un qui est exposé dans le chœur, mais le véritable est exposé au musée de la Fondation de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg. Et c'est le premier vitrail d'art figuratif en France. Autre exclusivité française, c'est cette immense fresque de Saint-Christophe qui fait 11 mètres de haut, qui représente Saint-Christophe avec le Christ dans ses bras. C'est la plus grande fresque murale de Saint-Christophe de France et elle est ici, à Wissembourg. Il reste également la rose romane du bras nord du transept qui représente une vierge à l'enfant sur un trône qui date de la seconde moitié du XIIe siècle. La rose du bras sud représente quant à elle un Christ bénissant, une annonciation et un donateur, l'abbé Edelin. Nous voilà ici dans le cloître résolument gothique qui est au nord de l'abbatiale Saint-Pierre-et-Paul. Gothique pourquoi? Parce qu'on voit très bien le travail qui a été établi ici. C'est de la dentelle sur de la pierre. C'est vraiment impressionnant, ça a traversé les siècles. De l'autre côté, il y a de nombreuses dalles funéraires qui sont là pour commémorer les abbés bénédictins de l'abbatiale. Il y a une charte de 623 qui est imputée et signée par Dagobert Ier, mais malheureusement, c'est un faux. En 753, la règle de Saint-Bernard, donc les bénédictins, sont établis ici. Charles Martel et ses proches vont contribuer à l'essor de la règle bénédictine. Tout cela, bien sûr, dans le Saint-Empire romain germanique, qui a très fortement utilisé toutes les abbayes comme point politique véritable pour passer le pouvoir impérial. En 882, l'empereur Charles le Gros accorde à l'abbaye le droit d'élire elle-même son supérieur. En 968, l'empereur accorde carrément le droit d'élire son abbé librement. Et en 974, là c'est le summum, l'abbaye devient Reichsunmittelbarkeit, immédiateté impériale. Et en 985, là c'est le début de la fin, le duc de Franconie attaque l'abbaye. Et on ne retrouvera peut-être plus jamais cette richesse folle. Un siècle après, en 1079, c'est la première mention de la ville de Wissembourg. Oui, ça fait plus de 4 siècles que l'abbaye est ici. Ce sont les Staufen, les futurs empereurs du Saint-Empire, qui sont les avoués du monastère et qui vont assurer le développement de la ville de Weißenburg. Et voici le clou de cette visite de l'abbatiale Saint-Pierre-et-Paul. Nous sommes dans une chapelle romane du XIe siècle. On peut deviner dans le coin d'une voûte une fresque entre Sainte-Élisabeth et Saint-Willibrord peut-être, mais surtout nous avons ici des colonnes en fût, avec un chapiteau cubique, qui ont la particularité d'être comme poncées, limées, avec même des trous à l'intérieur des colonnes. Il faut savoir qu'à la Révolution, on entreposait du vin ici, et pour faire passer mieux les tonneaux, on a décidé de les casser, ces colonnes. Donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive dans le futur, il faut préserver ce patrimoine en Alsace. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Alsace 20.